toutes et à tous et bienvenue pour ce 4e épisode du PJT. Nous sommes aujourd'hui en direct des studios de Strasbourg au Parlement européen puisque nous sommes pendant toute la semaine en session du Parlement européen. Beaucoup de débats sont en cours en ce moment même dans l'hémicycle et aujourd'hui nous avons souhaité et j'ai souhaité que nous puissions parler d'industrie. Que nous puissions parler d'industrie parce que c'est un sujet, vous le savez, qui me tient particulièrement à cœur et sur lequel il y a beaucoup de choses à dire. Alors, pour cette émission, j'ai souhaité avoir à mes côtés Christelle Kelf. Bonjour, Christelle. Merci d'être ici. Alors, Christelle Kelf, vous êtes salariée d'un grand groupe international qui produit de l'acier, mais vous êtes ici, et d'ailleurs c'est pour ça que vous avez votre petit ruban orange. Et c'était important de le maintenir avec votre casquette de syndicaliste, puisque vous êtes secrétaire générale adjointe de la Fédération générale des mines métallurgie, membre de la CFDT, grand syndicat français, comme vous le savez. Vous représentez donc 7 branches qui vont de la bijouterie aux jeux et jouets, en passant par le recyclage et l'automobile, ou encore l'aéronautique. Tout ça est exact ? Alors, tout ça est exact. Cela étant, c'est intéressant parce que vous faites partie des premiers qui citent en fait ce qu'on appelait avant nos petites branches de la FG2M. Donc c'est bien de les mettre en évidence. Donc en fait, effectivement, on représente 2,2 millions de salariés, dont 1,6 million qui font partie de la métallurgie. Et dans la métallurgie, en fait, on a différents secteurs, on couvre différents secteurs. Alors, donc, on passe par l'automobile, on passe par la défense, on en parle beaucoup en ce moment. On a aussi le ferroviaire, on a aussi la sidérurgie, et moi, j'ai en charge la partie sidérurgie. Et on a donc nos autres branches qui sont, effectivement, on a quand même aussi les services automobiles. Services automobiles, ça représente à peu près 400 000 salariés. Oui. Donc voilà, une belle introduction sur laquelle j'aurais rajouté aussi une petite chose, c'est qu'on est affilié aussi au syndicat européen Industriol, qui en ce moment mène une campagne très proactive sur le sujet justement d'une stratégie industrielle en Europe. Retrouvé, on va en reparler. Et puis avec nous, mon collègue Thomas Pellerin-Carlin, député européen Place Publique depuis quelques mois. À mes côtés, on siège dans la même délégation, dans le même groupe. Et j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec Thomas. Et je voulais qu'il soit avec nous aujourd'hui parce que Thomas, vous le verrez dans ce débat, est vraiment un expert des questions à la fois industrielles, des questions d'énergie. Et d'ailleurs, Thomas, avant d'arriver au Parlement, tu suivais les questions énergétiques au sein de l'Institut Jacques Delors. Et c'est tout logiquement que depuis que tu es ici, tu as rejoint la commission industrie, de la recherche et de l'énergie et tu suis les travaux de la commission pour l'environnement et le climat pour être encore plus utile à cette conciliation entre développement industriel et transition environnementale. Et tu es notamment très investi dans le groupe d'amitié pour les industries propres que tu co-présides. Et la semaine dernière, on a eu le plaisir de se retrouver dans ce lancement de ce groupe d'amitié. Alors, vous l'aurez compris, aujourd'hui, nous allons donc parler principalement d'industrie. En quelques mots, et pour démarrer cette émission, un petit rappel simple. La désindustrialisation en France, elle s'est fortement intensifiée dans les années 70. Quelques petits chiffres. La part de l'industrie dans le PIB, c'est-à-dire dans notre richesse nationale, a chuté de 25% en 1961 à 11% en 2010, entraînant la perte de 2,5 millions d'emplois industriels dans notre pays depuis 1974. Ces chiffres font froid dans le dos, mais c'est une réalité. Et pour construire la suite et construire l'avenir, il faut aussi les regarder en face. Les fermetures de sites industriels se sont multipliées. Des territoires entiers ont été vidés de leurs industries, créant ainsi de très nombreuses personnes se retrouvant au chômage, des milliers de mètres carrés de friches industrielles dans des régions qui étaient historiquement des régions très productives.
Et tout ça, c'est évidemment accompagné d'une dégradation, notamment d'un point de vue économique pour notre pays, mais aussi, et on y reviendra peut-être, de notre balance commerciale, puisque la France, qui avait une grande vocation industrielle, l'a perdue. Et donc ces dernières années, à grand renfort de baisse d'impôts, de subventions d'argent public qui a été distribué par des choix qui ont été faits par les gouvernements successifs français d'Emmanuel Macron, il a un peu laissé l'illusion ces dernières années de stopper une forme d'hémorragie. Mais en réalité, on s'aperçoit que tout ça était non seulement très fragile, mais aussi très virtuel. Et on voit ici, et dans les débats qui nous occupent beaucoup ces derniers jours, que tout ça est extrêmement fragile, et notamment depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, le retour de Donald Trump au pouvoir aux États-Unis, son annonce sur la remise en place de taxes douanières extrêmement coercitives pour l'industrie européenne, et tout ça peut créer un risque de dégradation extrêmement grand et peut créer à nouveau des effets délétères pour notre industrie. Et on l'a vu dans beaucoup d'endroits. Moi, je l'ai vu récemment dans ma région, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, où on s'est beaucoup mobilisé pour éviter des fermetures industrielles et des chutes en cascade. Mais on voit que malheureusement, les gouvernements n'ont pas suffisamment pris conscience de ça et que finalement la vocation industrielle a été trop souvent laissée de côté. Et on voit que partout, on a ce risque. Et donc nous, ce qu'on essaye de faire et sur quoi on travaille, notamment avec Thomas et beaucoup d'autres collègues élus, c'est à la construction d'un plan industriel français et européen qui permette de réindustrialiser la France, de réindustrialiser notre continent. Et ça, on y reviendra. Alors, pour commencer cette première séquence, on va un peu peut-être revenir sur les origines de la crise. Christelle, vous-même, début février, vous avez pris part à une initiative, vous en parliez, de la Fédération Industrielle All Global Union, qui regroupe 140 pays, représente 50 000 millions de travailleurs en février dernier. C'était sur un grand rassemblement à Bruxelles pour alerter sur l'avenir incertain de l'industrie et de ses emplois avec vos collègues de la CFDT Chimie et Énergie et de nombreuses autres organisations pour alerter un peu sur ce qui se passe, les plans sociaux, les difficultés, les usines. On en est où là un peu en ce moment en France de ces risques industriels, de fermeture d'usines? Vous avez beaucoup d'alertes qui vous remontent, vous avez beaucoup de craintes. Comment vous voyez un peu la situation actuellement? Alors, d'un point de vue, on va dire déjà au niveau de la FG2M, on vit les choses sur l'histoire de la désindustrialisation. Vous parliez d'Industrial, donc Industrial Europe, pour le coup, hein, c'était une manifestation le 5, mène depuis, on va dire, les élections européennes, une campagne qui vise justement à pousser les élus européens, y compris nationaux, à mettre en place les mesures nécessaires pour pouvoir faire en sorte qu'on ait une industrie, une stratégie industrielle de façon à je dirais, alors moi il y a une phrase qui m'est revenue et aujourd'hui je pense qu'elle est hyper importante, c'est du rôle de l'État, de je dirais s'assurer, être garant de l'intérêt général au niveau du pays, mais au niveau, je dirais, on peut le mettre au niveau européen. Là où, en fait, on a les entreprises, elles, qui assurent, on va dire, leur intérêt privé. Sauf qu'aujourd'hui, on a l'impression, pour moi, on a l'impression qu'on a eu un renversement. Aujourd'hui, le renversement, c'est les entreprises, enfin, c'est on va dire je vais être gentil, mais les grands groupes, certains grands groupes, qui mènent la danse. C'est-à-dire, on place notre stratégie industrielle, et c'est ça qui est dommageable, notre stratégie industrielle, on la place, en fait, on la met en place par rapport à, on va dire, une sorte de volonté, c'est même plus un état d'aubaine, hein, je veux dire, aujourd'hui c'est clairement affiché par les entreprises, vous avez entendu encore dernièrement, au moment où on parle de stratégie industrielle, et au moment où on dit qu'on a besoin d'aide de l'État, qu'on a besoin de mettre un mécanisme d'ajustement aux frontières, qu'est-ce qu'on fait? On annonce qu'on va délocaliser sur 37 sites européens, délocaliser des fonctions support dans un grand groupe industriel justement international.
On peut le citer, hein, moi je peux le citer, je fais partie d'ArcelorMittal. Je peux vous dire que c'était un grand coup de... Voilà, et ce même ArcelorMittal, je dirais, qui est issu quand même, bon, pour moi, pour la sidérurgie, c'est celui qui représente la plus grosse partie de la sidérurgie que je couvre. Hein. Aujourd'hui, on a ArcelorMittal, on a Aperam, on a Vallourec, sur lequel, justement, il y aurait peut-être une petite OPA qui serait opérée par Monsieur Mittal. Enfin, il y a encore des discussions. Donc, nous, en fait, syndicalistes, aujourd'hui, la place qu'on nous a donnée, c'est, je dirais, de faire un peu les pompiers. On est en mode pompier, c'est-à-dire mode pompier sur les plans sociaux qui peuvent s'opérer. D'un site à l'autre sur des plans sociaux qui peuvent s'opérer, c'est-à-dire qu'en fait, on arrive, je dirais, en bout de course. Alors qu'en fait, dans notre ADN à nous, de la CFDT, c'est justement de poser les choses, de voir les alternatives qu'on peut mettre en place, les reconversions aussi qu'on peut faire des sites. Je veux dire, on a initié les CV de sites qui pouvaient s'initier à partir du moment où on a des difficultés sur une entreprise. Il y a plusieurs facteurs. Là, aujourd'hui, on parle de PSE. Moi, je veux bien qu'on parle de chiffres. Je veux bien qu'on dise, voilà, il y a tant de PSE, il y a tant dans l'automobile, dans la sidérurgie. Je veux bien, mais il y a d'autres choses qui se sont opérées en parallèle des PSE. Ça a été le fait de mener une politique depuis 2000. Moi, je la cale sur 2008, au moment où d'ailleurs on parlait d'anticipation et de gestion prévisionnelle emploi-carrière. En fait, on a eu des plans de départ volontaires par rapport à la crise de 2008. On a eu des plans de départ volontaires avec des personnes qui sont parties avec leurs compétences. C'était du jour au lendemain, sans l'histoire de faire le tuilage, je veux dire, par rapport à ceux qui restaient, parce que c'est bien sûr ceux qui restaient qui récoltaient le travail des autres, mais en sachant même pas ce que les autres faisaient quand ils sont partis. On en était quand même à ce stade-là. Donc en fait, on a eu ça. On a les départs naturels aujourd'hui qui ne sont pas remplacés. On a aussi les intérimaires, parce qu'on a les dommages collatéraux quand on a les PSE, mais pas que sur l'effectif, sur l'industrie, lié à l'industrie. Il y a aussi les autres champs professionnels qui, eux, sont impactés. Moi, la femme de ménage qui fait partie d'une entreprise qui a un contrat sur la boîte, on va dire, de Reims, par exemple, qui ferme, je veux dire, elle, son contrat, il n'existe plus. Donc on touche aussi d'autres champs professionnels. Et je pense que quand on parle justement de l'emploi, on a tendance à le cantonner aux plans sociaux qu'on apprend, je dirais, un petit peu... Et tout ça vient d'un manque de vision et de stratégie industrielle globale. Excusez-moi, à partir de 2008, moi, ce que j'ai ressenti, c'était... plus de stratégie à moyen terme. Même à court terme, on était en parallèle d'accord d'une volonté, et nous, syndicalement, d'une volonté de se dire, on essaye de faire en sorte, justement, de faire de l'anticipation, et de l'anticipation, y compris maintenant, avec l'histoire des nouvelles technologies. Je veux dire, il y a de la reconversion à faire, il y a beaucoup de choses à initier. Cette GPEC, je vous mets au défi, là, aujourd'hui, de mettre en face une GPEC qui fonctionne. Alors que c'est un très bon système. Très bon système. Mais les stratégies des entreprises, ça a été... on ne peut pas vous dire notre vision à moyen terme, à court terme. Tout ça parce qu'en fait, on est parti un peu dans le même système que l'automobile. L'automobile, je veux dire, là, les derniers temps, c'est celui qui nous a donné les exemples à ne pas suivre. Bien sûr. Comment tu vois ça, toi, Thomas, de ton côté? Pareil, manque de vision, de stratégie industrielle. Tu daterais aussi à peu près là, dans ces eaux-là comme le dit Christelle, 2008, une faillite finalement de vision? Je pense, même si on dézoome, en gros, il y a eu deux grands temps. Le premier temps que tu mentionnais dans les années 70-80, avec ce grand moment où il y a eu une désindustrialisation et de la France et de l'Europe. Et moi, je viens de Normandie et du Calvados en particulier, on l'a vécu. Moi, j'ai grandi avec les histoires des fermetures de Molinex. Et même symboliquement, mon grand-père, il était métallurgiste à la SMN, il était d'ailleurs aussi syndicaliste. Et la SMN, elle a fait sa dernière coulée, donc vraiment le moment où l'usine a complètement fermé, le jour même de mes 4 ans. Donc il y a toute cette époque-là, dans les années 70-80. Et après, par contre, c'est passé un truc à partir des années 90-2000, où il y a vraiment une divergence entre l'Union européenne et la France.
En France, on continue à désindustrialiser à ce moment-là. Et à l'époque, dans les années 90, c'est la grande mode autour d'une entreprise qui, à l'époque, s'appelait Alcatel, de l'entreprise sans usine. Cette espèce d'idée complètement éclatée au sol, complètement démente, qu'en Europe, on allait faire la recherche et l'innovation, le marketing et la vente, mais on n'allait plus produire en Europe. Et ça, c'était clairement une idéologie patronale, de l'époque, dans les années 90-2000. Et en France, le patronat allemand, le patronat italien n'ont jamais adhéré à ça. Et c'est un des éléments qui explique pourquoi la France a continué à se désindustrialiser, alors qu'en Allemagne, en Italie, à partir de cette époque-là, l'industrie elle est restée stable. Et moi déjà, ça montre que les politiques publiques nationales peuvent faire quelque chose. Là, au moment où on parle, depuis qu'Emmanuel Macron est élu, on continue à perdre des industries. Chapelle Darblay, par exemple, chez moi en Normandie, a fermé. Beaucoup de syndicalistes se battent pour la réouvrir et nous, on les soutient. Vancorex, comme tu le sais, Pierre, est menacé. Donc, en France, on continue à avoir un discours macroniste sur la réindustrialisation, qui est un discours qui est juste. Mais, grandiseux, petit faiseux, il n'y a pas grand-chose qui est fait. On continue à perdre de l'industrie. Alors qu'en Espagne, où le socialiste Pedro Sánchez est au pouvoir depuis 2018, donc la même époque que Macron, l'Espagne, elle, se réindustrialisait. Quand Sánchez arrive au pouvoir en Espagne en 2018, la part de l'industrie manufacturière dans le PIB, donc dans l'économie espagnole, c'est 11%. Aujourd'hui, c'est 11,4%. C'est pas une révolution, l'industrie, ça prend du temps, etc., etc. Mais ça montre qu'on peut remonter la pente. Et donc là, la question, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour remonter la pente. Et le cas d'ArcelorMittal, pour moi, il est exemplaire. C'est-à-dire qu'on a clairement besoin de production d'acier, y compris d'acier primaire, en Europe. On a besoin d'acier primaire pour des tas de secteurs stratégiques, que ce soit la fabrication de chars et de canons, mais que ce soit aussi la fabrication d'éoliennes ou les poutres d'acier dont on a besoin dans les bâtiments, dans les travaux publics, etc. On sait qu'aujourd'hui, on ne peut plus fonctionner avec un système fondé sur les énergies fossiles. C'est condamné à terme. Et donc, du coup, utiliser du charbon ou du gaz fossile pour produire de l'acier, on sait que c'est condamné. Mais on sait aussi qu'on a aujourd'hui, grâce à la recherche et l'innovation, des technologies alternatives, notamment ce qu'on appelle la réduction directe du fer, c'est-à-dire en fait on va utiliser de l'hydrogène renouvelable qu'on produit à partir d'électricité pour avoir de l'hydrogène et utiliser cet hydrogène pour, je simplifie un peu, produire de l'acier. C'est évidemment plus compliqué, il y a différents processus, on m'excusera. Bon, je connais un petit peu quand même, ça va, je suis pas perdu. Non, c'est pas pour vous, c'est pour les auditeurs qui ne sont pas forcément c'est complexe, des spécialistes de l'industrie de l'acier, donc je sais que je simplifie un peu. Et s'il y a vraiment un lieu en France où ça fait sens, où ça a du sens de produire de l'acier vert, c'est le site d'ArcelorMittal à Dunkerque. Pourquoi ? Parce que pour produire de l'acier vert, il faut quoi ? Déjà, il faut des gens qui ont des compétences. Et dans le Nord, Dieu sait qu'on a des compétences à Dunkerque d'ouvriers, de cadres, d'ingénieurs, de gens qui savent véritablement, qui connaissent véritablement leur métier. On a besoin d'un réseau électrique extrêmement puissant et dense. On a besoin aussi d'avoir une capacité de production électrique aujourd'hui, ce qui est le cas à Dunkerque avec la centrale nucléaire de Gravelines, mais aussi demain, et notamment grâce à l'éolien en mer. Et à Dunkerque, il y a un grand projet d'éolien en mer qui est très bien pensé. Et donc là, on a vraiment un bon alignement des planètes. Et on a même un gouvernement français qui n'a pas été mauvais sur ça, qui a mis 850 millions d'euros sur la table, de manière à pouvoir investir là-dessus. Et moi, je suis allé en décembre dernier sur le site d'ArcelorMittal à Dunkerque pour voir les syndicalistes qui étaient très inquiets, CGT et CFDT d'ailleurs, qui sont mobilisés sur le terrain. Et juste après, j'ai rencontré le directeur de l'usine et je suis sorti du rendez-vous atterré. Les salariés ont peur, et à raison. Leur inquiétude est complètement légitime et le combat qu'ils mènent est vraiment admirable. Et le directeur de l'usine m'a relayé un discours qui est un discours de « En fait, on a tout pour faire de l'acier primaire à Dunkerque, de l'acier vert, pour être à la pointe, mais on ne va pas le faire. » Et là-dessus, le gouvernement français est en train d'abandonner le dossier. Et moi, ça, je ne comprends pas. C'est-à-dire que là, il faut vraiment que le politique reprenne la main, en lien avec les syndicats, en lien aussi avec la région, les élus locaux, parce que pour moi, c'est un exemple concret de ce dont on a besoin. Là, il y a vraiment, si on n'est pas capable de produire de l'acier vert à Dunkerque de manière à moderniser l'appareil de production, à pérenniser les emplois, à garder une industrie stratégique chez nous et à le faire d'une manière que les Américains ne savent pas faire, ça va être vraiment très compliqué. Donc ça, pour moi, ça doit être prioritaire. Nous, en tant que parlementaires européens, on travaille avec la Commission européenne, notamment dans son plan d'action sur l'acier là-dessus. Et honnêtement, la Commission européenne est très ouverte sur ça. Donc moi, j'ai de l'espoir qu'on puisse avoir des avancées sur ce sujet-là. Il y a aussi besoin que le gouvernement français donne un petit coup d'épaule, histoire de rappeler quand même que
on ne va pas laisser le Dunkerquois se désindustrialiser, alors qu'on en a un besoin absolument vital dans ce monde de brut dans lequel on vit aujourd'hui, d'avoir une véritable souveraineté industrielle à l'échelle européenne et qui passe notamment par la pérennisation de ce site et la transformation du site d'Arcelor à Dunkerque. Oui, en fait, il y a un élément qui est extrêmement important dans ce que vous dites l'un et l'autre et qui est finalement, et c'est pour ça que je suis content que vous soyez avec nous, Christelle, parce que ce regard en tant que professionnel, que syndicaliste, vous pouvez nous amener, qui est nous une vision qu'on a à la fois de nos rencontres de terrain, de nos échanges, de ce qu'on sent et de ce qu'on perçoit et de la stratégie politique qu'on porte, c'est central. C'est-à-dire qu'en réalité, Thomas vient de le décrire parfaitement, il y a eu une stratégie qui a été de dire à l'échelle européenne, mais encore plus à l'échelle française, qu'on devait devenir un pays, non plus de producteurs, mais de consommateurs exclusivement. Et en fait, on a délégué tous nos savoir-faire, toute notre industrie. Et on a laissé partir des industries parce qu'il n'y avait plus aucun cap stratégique. Et en fait, je crois que ce qui est essentiel, c'est qu'on construise, notamment pour la suite, pour le projet politique à porter, pour les Français, pour les Européens, une stratégie industrielle fixée, avec des éléments extrêmement déterminants, qui permettent de retrouver cette souveraineté, à la fois industrielle au niveau national, mais aussi au niveau européen, parce que sinon, en fait, on sera pris en étau et on aura des risques. Et il y a un sujet qui est central, ça c'est une question que Thomas connaît parfaitement et il nous en parlera, c'est aussi la question du vieillissement même de notre industrie et de sa capacité justement à renouveler à la fois et ses moyens de production et sa consommation. On a vu avec la crise énergétique, mais ça tu nous en reparleras parce que je pense que c'est un regard important que tu dois amener là-dessus. Moi j'ai été frappé de plusieurs entreprises que j'ai visitées ces derniers mois, de sites où en fait on est un peu comme vous, c'est-à-dire qu'on arrive, les syndicats nous alertent et on arrive au moment où finalement l'entreprise, c'est là, ça ferme. Mais on voit finalement des sites industriels qui ont été laissés un peu à l'abandon par les industriels. Malgré le gros potentiel de capacité de production. Et où en fait après vous avez les patrons des grands groupes qui disent bah non regardez, là le site il est plus fonctionnel, il n'est pas productif, etc. Ça aussi c'est quelque chose que vous constatez partout. Vous parlez du terrain. Alors pour moi, c'est intéressant parce qu'entre les annonces qui peuvent être faites, on a eu des annonces qui ont été faites par le gouvernement sur un réel engagement sur les énergies renouvelables. Aujourd'hui, il faut être clair, si on parle du photovoltaïque, sur le terrain, ça ne se passe pas du tout comme ça. Aujourd'hui, c'est un exemple que je donne parmi tant d'autres, mais ça fait un peu poudre aux yeux, quoi. Je veux dire, quand on entend « Ah oui, énergie renouvelable, c'est bien, on va investir, on est pour le photovoltaïque ». Et finalement, on se rend compte qu'aujourd'hui, la plupart des sites qu'on peut avoir par rapport au photovoltaïque, ils ne gèrent que la partie logistique. C'est-à-dire qu'en fait, on a des petites entreprises qui n'ont pas l'oreille des banquiers comme les grands là, pour les aider pour faire la production, enfin qu'on ait toute cette chaîne-là. D'ailleurs, on n'a pas de chaîne, on n'a pas de filière à ce niveau-là. Hein. On l'a perdu. Hein. On a perdu une filière, c'est clair. Donc pour le coup, ces entreprises, elles se font racheter par les Chinois, entre autres. Oui. Les Chinois ferment la partie production, tout ce qui est partie production, et on en vient à faire de la logistique. Donc dire qu'on est pour l'énergie renouvelable et derrière de mettre qu'on va justement favoriser le photovoltaïque, ce genre de choses. Je le donne pour exemple, bien sûr. Qui pour moi caractérise quand même ce qui se passe aujourd'hui, mais aussi sur le reste de l'industrie. Pour le coup, on se retrouve avec de l'installation. Nous ne faisons que de l'installation. C'est-à-dire nous avons donné aussi tout notre savoir-faire aussi par rapport à ça. Je veux dire, il y a l'histoire aussi, par exemple, du recyclage qu'il faudrait voir sur cette recyclage qui est dans tout, je dirais, tous les secteurs et tous les domaines. Moi, je me rappelle, j'ai rencontré M. Ferracci. M. Ferracci, je lui ai dit, je ne vais pas vous parler des quotas de CO2, des carbonations, les aides conditionnées, tout ce que vous voulez. Vous êtes bien au courant. Je pense qu'il y a eu assez de gens qui vont interpeller sur le sujet, y compris par rapport à l'automobile. Moi, je vais cibler sur la partie recyclage. La partie recyclage, je veux dire, aujourd'hui, c'est entre guillemets, une manne énorme en termes de création d'emplois, en termes de cercle virtueux. C'est quelque chose que finalement, on commence à regarder
pour moi, je me dis, ah oui, et si vous avez des idées, c'est intéressant. Comment ça, je veux dire, ça fait depuis, nous, à la Fédération, je peux vous ressortir des dossiers sur lesquels on a travaillé avec des experts et il y avait déjà des idées. Mais ils n'ont pas su s'en saisir. Ils ne voulaient pas, parce qu'ils étaient face à des grands groupes aussi, là, qui n'avaient qu'une envie, c'était délocalisation, perte justement du savoir-faire, des flux catastrophiques, des problèmes de qualité qui ont fait qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation entre l'histoire du recyclage. Moi, je pense que j'espère que c'est pas trop tard. C'est pas trop tard pour le coup. Ouais, j'espère que c'est pas trop tard. Donc, Marc Ferracci, c'est l'actuel ministre de l'Industrie en France. Effectivement, là encore une fois, il y a un décalage entre l'élite politique française, qui a du mal à comprendre les questions industrielles, on ne va pas se mentir, et l'élite politique européenne, où il y a des Allemands, des Italiens, qui ont gardé cette culture-là. Cette culture. Ouais. Et la semaine dernière, et Pierre en parlait d'ailleurs, j'ai lancé avec une députée de la droite portugaise, Lydia Pereira, un groupe d'amitié sur l'industrie propre et les technologies propres. Donc on était une trentaine de députés européens, dont Pierre qui est là. Et la personne qui faisait le grand discours, c'était Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui est venue au Parlement pour ça, alors que là, on est au moment où Trump, cessez-le-feu Ukraine, etc. Elle avait plein de bonnes raisons d'annuler son rendez-vous. Elle est venue. De quoi est-ce qu'elle a parlé? Quelle est la grande annonce qu'elle a faite dans ce discours-là? C'était justement sur le recyclage. Et notamment sur un point précis, alors pas sur les panneaux solaires, même si c'est juste un exemple, mais aujourd'hui, on a beaucoup d'acier qui a déjà été utilisé et qui est exporté en dehors de l'Union européenne. Et elle l'a dit, et je suis complètement d'accord avec elle, qu'il faut le garder en Europe pour le recycler en Europe. Donc il faut faire ça sur l'acier. Il faut faire ça évidemment sur les panneaux solaires. On a d'ailleurs une entreprise en Auvergne-Rhône-Alpes qui est très bonne sur le recyclage des panneaux solaires dès aujourd'hui. Évidemment sur les batteries. Ce jour-là, j'ai échangé avec un industriel allemand qui est de Aix-la-Chapelle, donc c'est près de la frontière belge, qui lui recycle de ce qu'on appelle de la masse noire, dans lequel il y a du lithium, qui est un métal vraiment hyper critique pour les batteries. Et ce qu'il me disait, c'est que cette masse noire, c'est plus facile que la masse noire française soit exportée en Chine, qu'elle traverse la frontière pour aller en Allemagne pour être recyclée. Et donc là, on travaille vraiment très bien avec la présidente de la Commission européenne sur ce volet-là, de manière à créer une véritable économie du recyclage en Europe, et de manière à faire en sorte qu'on puisse recycler en France, en Allemagne, en Italie, partout en Europe, les batteries, les panneaux solaires, l'acier secondaire, pour donner une deuxième vie à ces matériaux-là. Et pour moi, l'objectif qu'il faut qu'on se fixe, la Commission européenne n'est pas encore arrivée à ça, mais on va les amener tranquillement, et pas forcément toujours tranquillement d'ailleurs, dans les années à venir là-dessus, à dire il nous faut un principe simple. Dès qu'on a 1 gramme de lithium ou 1 tonne d'acier qui rentre en Europe, elle ne doit plus en sortir. Parce qu'on a un continent qui est pauvre en énergie fossile et on a un continent qui est pauvre en minerais. Et donc du coup, on doit jouer sur notre force. Et notre grande force, il faut bien le dire, on a un véritable génie européen dans une capacité d'invention, pas simplement de nos chercheurs, mais aussi de nos ingénieurs, de nos ouvriers sur le terrain, qui voient concrètement comment améliorer les choses. Et pour moi, c'est un bon principe de dire, puisqu'on est très pauvre en matières premières, dès qu'une matière première rentre chez nous, dès qu'on a du lithium australien qui rentre chez nous, dès qu'on a du midréfer ou de l'alumina ou de la bauxite qui rentre chez nous, eh ben, elle ne doit plus en sortir, puisqu'on doit être capable de recycler ça quasiment à l'infini. On ne recycle jamais à 100%. Non, jamais à 100%, mais quand on parle de l'acier, de l'alu, des métaux de base, enfin je veux dire... On est à plus de 90% de tout recyclage. Et pour moi, ça c'est vraiment l'objectif. Et encore une fois, là-dessus, nous à gauche française, on se retrouve en fait à être beaucoup plus proche de la droite européenne que de la droite française, ce qui est assez surprenant. Mais en tout cas, là-dessus, honnêtement, sur tous les sujets, je ne vous dirais pas que l'Europe est un facteur de bonnes nouvelles, on ne va pas se mentir. Mais sur ce sujet-là, il y a clairement une prise de conscience à l'échelle européenne qui est beaucoup plus avancée qu'à l'échelle française. Et là-dessus, il faut vraiment que nous, on travaille, et on le fait d'ailleurs main dans la main, au niveau local, au niveau régional, au niveau national, au niveau européen, comme vous le faites vous d'ailleurs avec les syndicats, avec Industrial au niveau européen et la CFDT au niveau national, pour être capable de, j'allais dire prendre en étau, le mot est trop fort, mais être capable, nous par le niveau européen, vous par le niveau de la mobilisation de la société civile, évidemment en coopération avec les députés et les sénateurs nationaux, qu'on soit capable de mettre suffisamment de pression sur des personnes comme Marc Ferracci, le ministre de l'Industrie, pour que, bon gré mal gré, ils adoptent de bonnes politiques publiques qui vont permettre l'émergence de cette industrie du recyclage en France et en Europe. Oui, et puis qu'il y ait surtout une stratégie qui soit montée, parce que finalement,
on entend des gouvernements, notamment en France, vous citiez Marc Ferracci. Je suis assez atterré, en vérité, si je vous dis la franchise de ce que je pense, quand je le vois parler de stratégie industrielle. Parce qu'en fait, je la vois pas, je la sens pas, je la comprends pas. Je pourrais vous parler de Vencorex, on s'est beaucoup mobilisé avec Thomas sur le sujet, avec tous les élus. Je vous parlais tout à l'heure de Niche Fusée d'Alumina, pareil en Savoie, qui produit du corindon blanc, où là c'est pareil, on a vu que le gouvernement avait du mal à comprendre le sujet. Et pourtant, ces dernières années, on a vu des milliards qui ont été injectés. Des milliards. C'est-à-dire que quand on dit il n'y a plus d'argent pour le service public, il n'y a pas d'argent dans les caisses de l'État, on a un ministre de l'économie qui a été là pendant des années, Bruno Le Maire, qui a injecté 350 milliards d'euros depuis la crise Covid pour maintenir des énergies à flot, pour faire des cadeaux fiscaux notamment à des grands groupes qui en vérité, dès que la fin a été amenée, notamment de la fin des PGE, etc., soit ont coulé les boîtes, donc ont déposé le bilan, soit sinon sont partis ailleurs par système de délocalisation, en disant un truc simple sur lequel je voudrais qu'on revienne un instant avant de basculer sur un aspect plus complet, notamment sur la concurrence avec la Chine que vous avez évoqué. Les entreprises, et ça c'est un mot qu'on entend beaucoup ici dans les institutions européennes, c'est le grand mot compétitivité, compétitivité. Les entreprises françaises ne sont plus compétitives. Les entreprises françaises ne sont plus compétitives, notamment à cause des coûts de l'énergie. Ça, on l'a beaucoup vu avec la crise depuis que la Russie a attaqué l'Ukraine, où on a eu une augmentation des coûts de l'énergie pour les entreprises. Et où en plus de cette non-stratégie industrielle, maintenant ils disent, c'est plus possible, c'est plus rentable, on ne peut plus travailler en France et on ne peut plus travailler en Europe. Est-ce que ces coûts de l'énergie, et puis après on viendra sur la partie à la fois compétitivité, concurrence avec la Chine notamment, je pense qu'il y a un point important, est-ce que finalement cette dépendance aux énergies fossiles, elle fait qu'aujourd'hui on ne peut plus faire d'industrie en France? C'est un peu provocateur ce que je dis, mais il faut se poser la question. En fait, on a un choix, on a un choix à faire. En gros, on a deux grandes options. Le point de départ, c'est que clairement, il faut de l'énergie pour faire de l'industrie. Ça, c'est clair et net. J'enfonce une porte ouverte. Et après, la question, c'est cette énergie, elle vient d'où? Et là, on a deux grandes options possibles. Soit on continue dans le système dans lequel on était depuis plus de 20 ans, qui est de dire on veut du charbon, du pétrole et du gaz. Le problème avec ce choix-là, alors il y a évidemment un problème climatique qui est fondamental et globalement, si on veut sauver le site d'ArcelorMittal de Dunkerque, il faut aussi que l'eau ne monte pas trop vite, parce que sinon ça va vite être sous l'eau, très littéralement, ce site-là. Mais mettons de côté pour la discussion pendant l'instant la question climatique. Si on dépend toujours du charbon, du pétrole et du gaz, on dépend d'énergie qu'on n'a pas. La France, ce n'est pas le Texas. Si vous creusez un trou dans mon jardin, vous n'avez pas trouvé du pétrole et du gaz. Et aujourd'hui, nous, Européens, on apporte 90% de notre gaz et 97% de notre pétrole. Et le pétrole et le gaz européen, il sera toujours plus cher que le pétrole et le gaz aux États-Unis. L'écart de prix entre le gaz américain et le gaz européen, il était déjà, avant tout ce que tu mentionnais sur la guerre de Poutine et tout ça, notre gaz en Europe était déjà 2 fois plus élevé, 3 fois plus élevé. Et maintenant, on a des écarts de prix encore plus importants pour une raison hyper simple, c'est la géologie. C'est nous, en Europe, on n'a pas de gaz, on n'a pas de pétrole. Aux États-Unis, ils en ont plein. Et donc moi, quand j'entends Jordan Bardella à l'extrême droite nous dire qu'il faut faire la même politique énergétique que Trump, j'ai envie de dire, le petit problème dans votre raisonnement, c'est la géologie, en fait. Et la géologie, on ne peut pas faire grand-chose. On ne peut pas négocier. On ne peut pas faire un deal avec la géologie. La deuxième option, c'est de se dire, en fait, l'avenir, ça va être l'électricité et l'hydrogène, sachant que l'hydrogène, en tout cas tel qu'il est pensé là-dedans, c'est un dérivé de l'électricité. Donc on utilise l'électricité pour faire de l'hydrogène. Donc à la fin, il faut toujours produire des quantités très importantes d'électricité décarbonée, pas chère. Ça, est-ce qu'on peut le faire en Europe? Bah oui, très clairement. Pour ça, on a besoin de vent et de soleil. Alors ça, on en a plein en Europe. On est un des continents au monde dans lequel on a le plus de vent. Alors typiquement en mer du Nord. Il y a une ressource en termes de vent en mer du Nord qui est vraiment phénoménale. Et ensuite, il nous faut des technologies pour ça, mais on les a aussi. Alors typiquement sur l'éolien, sur les panneaux solaires, effectivement, on a perdu notre industrie. Mais sur l'éolien, on l'a toujours. Et d'ailleurs, il faut se battre pour la garder, notamment à Saint-Nazaire, avec G. Pardon? Je pense qu'on l'a bradé même. Sur le solaire, complètement. Mais sur l'éolien, on a toujours cette industrie-là. Et on est capable, du coup, de produire des grandes quantités d'électricité renouvelable partout en Europe. Et pour des pays comme la France qui font le choix du nucléaire, de faire ça aussi avec le nucléaire.
faire un mix nucléaire et renouvelable, moi, ça me semble la bonne approche pour la France. Il y a des pays qui, de manière souveraine, choisissent de faire sans nucléaire et qui réussissent très bien, comme le Danemark, par exemple, qui réussit très bien à utiliser plein d'électricité, notamment d'origine éolienne au Danemark. Donc ça, c'est le premier volet. C'est pour ça qu'il faut mettre vraiment le paquet sur les énergies renouvelables. C'est absolument essentiel pour avoir un prix de l'énergie bas pour notre industrie. Et là, le volet sur lequel il faut agir tout de suite maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut avoir des contrats qui permettent d'avoir un prix stable, modéré, raisonnable de l'électricité, notamment pour la production industrielle. Et il y a une réforme du marché européen de l'électricité qui a été adoptée dans le mandat précédent, qui permet justement ça, qui permet d'avoir ce qu'on appelle des contrats pour différence, qui peuvent être signés entre l'État, français par exemple, et une grande entreprise, EDF par exemple, pour garantir des prix d'électricité modérés. Et moi, ce que je suis surpris, c'est que le gouvernement français s'est battu pour obtenir cette possibilité dans le droit européen, et il l'a obtenu, c'est une très très bonne chose, et là, il ne l'utilise pas. Et ça, c'est quand même assez surprenant. Donc pour moi, vraiment, c'est comme ça qu'on va réussir à s'en sortir. C'est investissement massif dans les énergies renouvelables immédiatement, pour avoir plein d'électricité pas chère, et un mécanisme de contrat qui sort un peu du marché financier classique de l'électricité, de manière à avoir des prix raisonnables pour l'industrie. Ça ne va pas suffire, il faut faire plein d'autres trucs, les marchés publics, etc. Mais ça va être un des piliers essentiels de la réindustrialisation de la France. Moi, enfin, aujourd'hui, je m'interroge quand même. Je m'interroge par rapport à la France. Hein, je veux dire, déjà par rapport à la France, moi, je suis une convaincue qu'effectivement, de toute façon, il faut un coût de l'énergie. Enfin, je veux dire, il faut voir ça d'un point de vue européen, mais il y a aussi tout ce qui est, on va dire, réseau interpays qu'il va falloir aussi, là, ça va coûter. Faire toutes les connexions possibles, parce qu'on peut produire, mais on pourra aussi... enfin, il faut voir la consommation en fonction des projets, et après, derrière, on pourra peut-être aussi revendre... je ne sais pas, moi, à ce stade-là... je vous dis, à ce stade-là, on a tellement l'impression de répéter des choses depuis des années sur des sujets, et qu'aujourd'hui, on se retrouve face à, je dirais moi, les interlocuteurs que j'ai eus qui nous disent, aujourd'hui, si on ne fait rien, l'industrie est morte. Oui, alors qu'est-ce qu'on fait? Alors si le truc, c'est de simplifier, déréguler, déréglementer, si le truc... nous, on n'est pas dans ce truc-là. On n'est pas du tout dans ce truc-là. Et là, j'ai encore vu un article ce matin qui tentait à dire, parce que je me méfie toujours des sources des fois, mais qui tente à dire que la présidente de la Commission européenne, je veux dire, vis-à-vis des entreprises de moins de 1000 salariés, je veux dire, serait tentée vis-à-vis de la RSE d'être moins exigeant. Ne tombons pas dans le piège. Ça, c'est très important ce que vous dites. Ne tombons pas dans le piège, parce qu'on enlève toute la crédibilité de ce qui, je dirais, le projet sociétal qui a été monté au niveau de l'Europe. Nous, la volonté, c'est effectivement, on a même au sein même de nos instances, on en discute. Oui, mais on a du dumping social, il y a une histoire de les uns contre les autres par rapport à ce que l'Europe peut faire. Et nous, aujourd'hui, ce qu'on souhaite, c'est justement, c'est faire comprendre que sans l'Europe, on n'y arrivera pas. Ce qui se passe, le petit PSE, entre guillemets, qui se passe sur le terrain, c'est pas une décision du patron en bas, hein, c'est toutes les conséquences d'une chaîne de non-stratégie, comme vous le disiez. Pour moi, c'est une histoire de volonté. Quand je vois... C'est pour ça que je m'emballe, je pars dans tous les sens à un moment donné. Mais quand je vois, moi... c'est bien, on a ce débat, on parle de stratégie. Quand je vois aujourd'hui des entreprises qui font du chiffre, ont pour stratégie de dire, ma stratégie, je l'ai changée aujourd'hui, c'est l'actionnariat. Voilà, l'actionnariat. Derrière, ces mêmes grands groupes sont là à dire, ben oui, on s'en sort pas, il nous faudrait des aides. Ben non, on se lance pas, on est dans l'attentisme. C'est-à-dire, enfin, je dirais à un moment donné, il faut être raisonnable. Et ces personnes-là, moi, je vous invite, en tant que justement député, je vous invite à mettre sur la table le sujet, parce que moi, on me demande combien de PSE. Mais qui accepte? Qui valide les PSE? Qui valide? Est-ce qu'aujourd'hui, on a une administration fiable à ce niveau-là? Moi, quand je vois que j'ai un site qui bénéficie des aides de la PLD et qui est censé ne pas, justement, pouvoir faire de PSE, et que ce même site lance un PSE, ça a été validé à un moment donné. Quand j'ai un autre site, d'un autre côté, qui lance un PSE, et qu'on me dit, économiquement, il n'y avait aucune raison de le lancer, là, c'est les experts qui le disent, il n'y a aucune raison. Et que dans des lignes budgétaires de ce PSE,
je vois de noter 865 000 € en cas de litige prud'homal. Et qu'on n'est même pas capable de donner quoi que ce soit, je veux dire, vis-à-vis des salariés qui n'ont rien demandé. Bien sûr. Ça vous met en colère. Bien sûr. Cette colère-là, je l'ai parce qu'on a peur qu'ArcelorMittal s'en aille. On a peur que... Enfin, faut regarder que nous, au niveau de la métallurgie, nous, les salariés qu'on représente, on a 80% des boîtes, 80% de toutes les boîtes qu'on couvre, c'est des moins de 50 dans les entreprises. Donc c'est pour ça qu'on a le sentiment qu'en fait, la pluie et le beau temps, c'est-à-dire la politique industrielle et les financements, parce qu'aujourd'hui, décomplexés, hein, totalement décomplexés les patrons. Hein. Nous, c'est le retour qu'on a de nos élus. C'est aujourd'hui, ils sont dans la capacité de dire, oh bah non, moi je fais c'est ce que je viens de vous dire en fait, hein, en clair. Moi, je vais vous dire ce que vous dites pour aller dans votre sens. J'y étais il y a une quinzaine de jours en Côte d'Or, à côté de Dijon, à Longwick, à l'invitation de mon ami le député de la circonscription, Pierre Pribetich. Il y a une entreprise, Tetra Pak, qui va fermer. Tetra Pak, c'est un groupe suédois. Le patron de Tetra Pak, 3 semaines avant l'annonce de la fermeture du site à Longwick, il disait c'est une entreprise profitable, rentable, et ils arrivent et ils annoncent aux salariés voilà, le site de Longwick n'est plus assez rentable, donc ils mettent en avant tout ce qu'on a démonté jusqu'à présent. Ils disent les coûts de l'énergie, la vétusté du site industriel, la compétitivité, on n'est pas assez compétitif, et donc les marges ne sont plus assez grandes pour le groupe. Et donc ils disent ensuite aux salariés derrière, c'est à peu près 200 personnes sur le carreau, on va ailleurs parce que finalement on n'est plus assez rentable. Et on a face à ça un État, un gouvernement qui dit bah, c'est comme ça, on ne peut rien faire. On a la même chose, on en parlait tout à l'heure, cet exemple, je le cite beaucoup parce qu'il est pour moi hallucinant de non-stratégie. Avec Vancorex. Vancorex en Isère. Vous vous rendez compte qu'on est en train de parler de potentiellement des difficultés liées à des nouvelles craintes géopolitiques, qu'on doit construire une défense européenne, que vous avez la filière chimique en France qui est abandonnée entre les mains des Chinois qui, eux, font de la surproduction, ont de la surcapacité, font de la subvention, de l'investissement subventionné par l'État chinois qui vient prendre des secteurs stratégiques et qu'on a face à ça des gouvernements qui disent c'est pas possible, on n'arrive pas, on n'est pas assez compétitif. Et surtout, d'un élément qui est central dans ce que vous rappelez et qui est, je pense qu'il faut le dire parce que c'est une bataille culturelle et une bataille politique. Quand je dis politique, c'est au sens large, politique et syndicale qu'on doit mener. En fait, c'est plus possible d'avoir ce discours qui est de dire il faut déréguler, il faut donner plus d'aide, il faut donner plus de marge. Mais qu'est-ce que ça veut dire plus de marge? On n'est plus capable de produire et on veut donner plus de marge à des actionnaires. En fait, on a inversé la charge de production des entreprises. On a l'impression que c'est les actionnaires qui sont aujourd'hui ceux qui produisent. Mais sans les ouvriers, sans les femmes et les hommes qui font tourner nos usines, on n'a pas de capacité industrielle, pas de capacité de production. On a des gens qui s'enrichissent en dormant la nuit. Et à côté de ça, on laisse des sites fermés. Et quand on voit des attaques dans un changement géopolitique à l'échelle du monde, on ne sait plus réagir. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on oriente tous ensemble. Moi, je reviens sur une chose. Je n'ai pas entendu une personne du gouvernement faire une annonce sur les annonces qui ont été prononcées par ArcelorMittal sur le fait de délocaliser en Inde aujourd'hui. Si ça aujourd'hui, c'est pas du décomplexé. Oui, enfin, entre nous, ça pourrait représenter d'un point de vue européen jusqu'à 4000 personnes. C'est fonctions support, les fonctions support, c'est RH, c'est achat, c'est la supply chain, c'est, vous voyez, c'est quand même. Mais ça, c'est ce que j'appelle de la provocation. Je connais, j'ai pratiqué. Voilà, j'agite le chiffon pour dire, regardez, j'ai pas touché la production, mais je suis capable de vous dire que je vais délocaliser en Inde et au final, j'investis aux États-Unis, je fais une politique salariale de 0 AG, 0 AI. Non, mais je veux dire, et derrière, les aides, si on en vient sur les aides, là aujourd'hui, on a une enquête sénatoriale qui est lancée, une enquête sénatoriale depuis janvier, qui est lancée pour justement faire le bilan sur les aides et l'application de l'utilisation des aides. Moi, j'espère que dans ce truc-là, on va aborder l'histoire des quotas gratuits. Bien sûr. L'histoire de la mise sous cocon, l'histoire de la spéculation qui a pu être faite sur le sujet.
Parce que ça, si quelqu'un peut me donner la réponse, si quelqu'un peut la donner, je veux dire, aux collègues actuels, puisque moi, je veux dire, maintenant, je ne fais plus partie de la coordination, parce que j'avais la coordination ArcelorMittal France, je veux dire, auparavant. Mais une bataille, même au niveau du comité de groupe européen, pour savoir ce qui était devenu. Comment j'ai un site finalement qui a produit plus, donc du coup j'ai racheté, ou un autre site, comment c'était regroupé, comment, même d'un point de vue fiscal, tout ça, on sait pas bien, comment les choses se passent. Ouais, peut-être pour rebondir sur ce sujet des quotas gratuits, donc ça a été créé en 2003 quand l'Union européenne a créé un marché européen du carbone avec l'idée que lorsque les industriels polluent, il faut qu'ils payent cette pollution-là. Et le principe était très bon. Et là, en fait, on a vu la puissance des lobbies arriver tout de suite en disant « Oui, mais en fait, on va permettre aux industriels non pas d'acheter les quotas polluants, on va leur donner gratuitement. » Et la quantité qui a été donnée était tellement importante qu'il y a eu des dizaines de milliards d'euros de profits qui ont été faits par les grands industriels européens sur le dos en fait, de ce marché européen du carbone. Et c'est un des scandales les moins discutés en réalité à l'échelle européenne. Et effectivement, ce que tu dis là, ce que vous dites là, d'ailleurs tous les deux, c'est en fait il y a une question centrale. C'est quel est le taux de marge qui est acceptable? Oui, exactement. C'est un point central. Est-ce qu'il y ait besoin de restructurer une entreprise qui est en déficit? Évidemment, il ne faut pas le faire n'importe comment, etc. etc. Oui. Il y a des secteurs effectivement qui ont des... Qui sont en difficulté. Voilà, oui, bien sûr. Pour donner un exemple assez trivial, mais si vous êtes une entreprise qui fabriquait littéralement des Minitel et qu'il n'y a plus de Minitel, effectivement, là, il y a des enjeux. Mais là, on parle d'entreprises qui sont profitables. On parle de sites qui font 4%, 5%, 6%, 10% de taux de marge, mais ça reste toujours insuffisant. Et là, effectivement, et ça, c'est un sujet aussi en partie de fiscalité, de dire, à un moment, il faut fixer des limites, quoi. Il y a des limites, il y a une décence qu'il faut respecter et qu'il n'y ait pas des sites profitables qui puissent être fermés et qu'on, comme tu disais l'exemple de Tetra Pak, là en l'occurrence, qu'on ne puisse pas mettre à la porte des gens qui sont en train de produire de manière oui, et qui produisent des choses qui sont essentielles et qui sont par ailleurs profitables pour l'entreprise et plus généralement pour la société. Et là, il y a besoin réellement d'un retour du politique. Et moi, je suis en politique depuis 10 mois, donc je découvre 11 mois maintenant, donc je découvre un peu ce milieu-là. Et je trouve que le grand défaut de la classe politique française à laquelle j'appartiens aujourd'hui, c'est la difficulté à tenir un cap clair dans la durée. Et à être capable de dire, ça c'est notre cap, on y va, on tient. Et être capable aussi de résister à la pression des lobbies. C'est ce qu'on a porté dans la campagne avec Raphaël Glucksmann, c'est ce qu'on continue à faire là au niveau européen. Et pour ça, on ne le fait pas tout seul, on le fait avec des gens comme vous. Et merci d'être là d'ailleurs aujourd'hui. Oui, c'est très précieux. Et on fait ça en étant aussi en contact avec les syndicalistes de terrain, avec les élus locaux. Parce que, je vais vous dire les choses comme je pense, il y a beaucoup plus de courage et beaucoup plus d'intelligence aujourd'hui chez les travailleurs, chez les syndicats, chez les élus locaux, que dans une classe politique nationale qui est quand même vachement déconnectée du terrain. Après, nous, il faut qu'on apporte des réponses concrètes. Et là, c'est ce qu'on essaye de faire sur le pacte pour l'industrie propre et notamment sur le secteur automobile. Et on a beaucoup travaillé avec nos collègues suédois parce que les syndicats sont très puissants en Suède et ça se voit aussi dans le Parti social-démocrate suédois. Et nous, on a sorti un cahier d'acteurs justement sur la partie automobile encore, avec la collègue qui s'occupe du secteur automobile et la FCE. On a travaillé avec la chimie énergie. Et donc là, on travaille en ce moment sur l'industrie automobile. On a un débat d'ailleurs, pendant qu'on se parle, il y a un débat en plénière au Parlement européen sur ce sujet-là. Et une des choses qu'on porte en tant que sociodémocrate européen, c'est qu'il y ait des véritables conditionnalités sociales à toutes les aides qui ont été données, sont données et seront données à l'industrie automobile. 1 € de soutien. 1 € de soutien doit en face avoir une garantie. Absolument. C'est indispensable. Vous voulez réagir, Christelle, à un point qu'évoquait Thomas? C'est indispensable. Oui, moi, je veux juste en revenir à une chose moi, qui m'a... Puisque, en fait, moi, je m'occupe de la partie internationale et Europe que depuis juillet. Donc, j'ai mis le pied dans tout le champ des possibles, je veux dire, par rapport à je dirais, la stratégie industrielle, pour le coup. La stratégie industrielle dont on discute au niveau européen. Et après, j'ai essayé de me mettre un petit peu tous les schémas, justement, politiques, comment ça se passe, comment ça s'articule, comment les décisions sont prises. Et au final, je me dis, comité de filière, on a des contrats de filière. Moi, je viens de faire ma première réunion de contrat de filière, méthode de base, de participer à une réunion. Je m'interroge sur le côté coordonné.
Qu'est-ce que je coordonne dans tout ça? Comment je coordonne mes filières? Comment je coordonne? On a la filière nucléaire, on a la filière automobile, on a la filière... Moi, je suis partie d'un truc tout bête dans les pensées qu'on a, justement, les projets qu'on peut avoir par rapport à l'Europe, l'histoire de la souveraineté, l'histoire on parlait du recyclage. Vraiment, enfin, il y a plein de choses sur lesquelles on peut travailler. Mais si déjà au niveau de l'État, pour moi, on n'a pas de pilotage industriel et on ne se retrouve pas avec, je dirais, la capacité de dire j'ai telle offre, j'ai telle demande, comment je régule et comment je le partage avec l'Europe. Moi, je vais vous prendre un exemple tout bête dont j'ai discuté il n'y a pas longtemps. C'est là, en ce moment, on est en train de faire un repérage sur le sol français pour savoir effectivement ce qu'on peut extraire, ce qu'on ne peut pas extraire, On est d'accord. C'est ce qui se lance. Moi, la première question, je dis, OK, c'est bien, on fait ça, mais après, qu'est-ce qu'on en fait? Moi, je viens de prendre ma petite pépite, je viens de la trouver, je peux creuser des trous partout, moi. Non, mais je veux dire, je prends ma petite pépite et je me mets en face des autres filières et je leur dis, qui met les moyens pour que je puisse la transformer, parce qu'elle est brute, il faut que je puisse la transformer, et qui s'engage à hauteur de combien sur le fait de me prendre cette matière première. Et en fonction de ça, je vois avec l'Europe ce que je peux. Mais c'est là qu'on va éviter tout ce qui est dumping social. Mais je parle des matières premières, mais c'est d'autres choses. C'est quel est l'engagement aujourd'hui au niveau des autres filières? Comment on coordonne? Comment on pilote ça? C'est-à-dire, moi, aujourd'hui, avec l'incertitude, enfin, je veux dire, depuis au moins bien 2 ans, je veux dire, on sent bien que d'un point de vue politique, je veux dire, c'est un peu en mode pompier. On n'a pas les sujets, on ne peut pas les prendre, je dirais, vraiment... dans leur globalité en étant posés. Moi, je ne suis pas en train de jeter la pierre sur les uns ou sur les autres. Moi, c'est un constat, je dirais bête et méchant, que je fais. Je me dis, on est sur un projet européen, entre guillemets, de souveraineté. Voilà, on a fait le constat que la dépendance, c'était... Et au final, on se rend compte que d'un point de vue national, moi, je suis désolée, mais avec ce qui se passe sur l'histoire des aides qui ont été données, j'en reviens sur l'histoire des conditionnalités des aides, nous, on irait à pousser à ce qu'il y ait, parce qu'il y a déjà eu des travaux, 2012, j'ai ressorti un rapport, je veux dire, où il y avait des choses très intéressantes dedans, je veux dire, qui vont jusqu'à la sanction. Pourquoi ne pas sanctionner, je veux dire, ceux qui jouent pas le jeu? Parce qu'il y a un élément, et après on va devoir finir... Je suis désolée. Non, mais pas du tout, c'est parfait, c'est très intéressant. J'ai pas tout abordé. Le temps file vite, et c'est la preuve, finalement, qu'on a une capacité collective à porter un discours sur la réindustrialisation, sur la souveraineté, si on prend les choses avec, finalement, capacité de les affronter. Et Thomas, tu l'as dit plusieurs fois dans cette émission, et je pense que c'est essentiel, et vous l'avez aussi beaucoup dit. Et de mettre toutes les parties prenantes autour de la table, parce qu'on a été écartés, il ne faut pas l'oublier. Il faut mettre tout le monde autour de la table, et il faut le faire avec du courage politique, de dire les choses. Aujourd'hui, finalement, le débat politique, il est, quand on l'écoute, on l'entend d'une oreille, et tous les Français ne s'intéressent pas dans le détail à tout ce qu'on raconte, et c'est aussi l'objectif de ces émissions. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez la droite et les libéraux, on va le faire de manière simple, qui classiquement disent le travail coûte trop cher, l'industrie coûte trop cher, les ouvriers finalement n'ont pas spécifiquement leur place en France, parce qu'on n'a pas besoin de produire, on a des choses qu'on ne peut plus produire ici. Et c'est un espèce de discours fataliste. Donc, c'est cette forme de mondialisation heureuse où on dit on va produire ailleurs et tant pis. Sauf que qu'est-ce qui se passe? Quand on a des énergumènes comme Trump, comme Poutine, ou quand on a la politique chinoise de Xi Jinping, eh ben, on est tellement dépendant de tout le reste qu'on n'est plus capable de produire nous-mêmes. Et donc, eh ben, au moindre choix politique de ces États à côté, on se retrouve totalement asséché. Bon, ça, c'est la droite. Mais c'est un discours classique. Donc ils vont dire il faut toujours plus de fric, toujours plus de marge, il faut baisser le coût du travail et il faut donner des aides finalement parce que le travail coûte trop cher. Combien de fois vous l'avez entendu? On l'entend tous les jours. Ça, c'est la droite. Aujourd'hui, vous avez l'extrême droite qui vous fait croire, et ça c'est le combat que nous à gauche on doit retrouver et reprendre de manière frontale, qui fait croire notamment aux ouvriers dans les régions désindustrialisées qu'ils sont au premier soutien. Et donc ils disent maintenant, ben regardez, s'il n'y a plus d'industrie, c'est simple, c'est parce que maintenant, c'est de la faute du pacte vert. Le Green Deal, il faut dégager tout ça parce que tout ça coûte trop cher. Ce que les patrons attendent. Et donc en fait, vous vous apercevez de quoi? Que jamais, moi j'en ai fait des sites malheureusement et j'en fais trop, j'ai jamais vu un élu d'extrême droite aller sur un site qui ferme.
Parce que quand tu vas voir une entreprise comme Tetra Pak, par exemple, dernière en date que j'ai prise, que vous avez un taux de marge de l'entreprise qui est à 5, 6, 7% et qu'on dit à des gens qu'il y a 200 salariés sur le carreau, bah ouais, il faut assumer de dire qu'à un moment, ces actionnaires... Un niveau d'endettement correct. Un niveau d'endettement correct, que ces gens qui s'en mettent plein les poches, c'est pas possible. C'est des choix. C'est une histoire de volonté. Et donc, cette histoire de volonté, bah pareil, l'extrême droite ne la prend pas en frontal. Parce que finalement, ils ont un logiciel un peu démago, avec un logiciel de droite assez traditionnel d'un point de vue économique, et où maintenant, aujourd'hui, c'est de la faute du Green Deal. Et en plus de ça, on voit bien qu'ils ne sont pas clairs avec la Russie, ils ne sont pas clairs avec les États-Unis, ils courent après Donald Trump, ils ne savent plus comment faire. Et donc, nous, on doit porter un discours, et je crois que cette émission l'a bien démontré, je vous remercie tous les deux, Christelle et Thomas, pour les échanges, qu'on peut porter un cap industriel clair. Si on met tout le monde autour de la table, c'est-à-dire les syndicats, les politiques, les acteurs industriels de ce pays, qu'on a des règles qui sont fixées, qui sont précises, qui disent que la conditionnalité des aides, plus personne ne tergiversera dessus, et que 1 euro donné, c'est 1 euro investi, et que 1 euro investi, c'est pas 1 euro délocalisable. Et de l'éco-conditionnalité. Et avec de l'éco-conditionnalité. Faut pas l'oublier ça. Avec un développement de filière, vous l'avez rappelé, par exemple sur la filière du recyclage, moi j'ai appris plein de choses dans ce que vous avez dit, en disant voilà les priorités politiques qu'on va mettre, voilà les besoins industriels qu'on va avoir dans les décennies qui viennent, voilà la stratégie qu'on doit fixer. Et je pense qu'en faisant ça, on est en capacité, tu prenais l'exemple de Pedro Sanchez, de réindustrialiser la France, de recréer de l'emploi, de recréer de la valeur, de recréer donc cette fameuse compétitivité que tous les libéraux cherchent ici partout. Mais la compétitivité et la capacité de production, on peut la créer. Donc je pense que c'est ça qui est déterminant. Oui, mais elle va être vouée aussi en fonction de notre besoin. C'est quel projet sociétal et social on veut. Exactement. Moi, enfin, je veux dire, si c'est la course à la compétitivité, consommer plus pour avoir... Enfin, je veux dire, on va face à un mur. Moi, je me rappelle, après la Covid, c'était quoi? C'était l'éveil total. Oui. Plus jamais comme avant. En éveil total. C'était, c'est simple, c'était... Ça sera, le monde de demain ne sera plus celui de... le monde d'après. Le monde d'après, c'est ça. Le monde d'après ne sera plus... Il est pire. Il est pire. Il est pire. C'est-à-dire qu'en fait, on a abandonné, moi je pense, certaines choses. Je vais vous donner, juste pour exemple, quand on parlait des installations vieillissantes. Moi, j'étais aux côtés des collègues d'Ascométal. J'étais aux collègues jusqu'à justement l'histoire de la dissolution. Et puis, enfin, il y a eu et qu'on s'est dit, putain, on a eu juste le temps que les repreneurs... Là, c'est Gribul qui a repris par rapport à... Donc maintenant, ça s'appelle Novasco. J'appelle le délégué syndical central pour lui dire, tiens, au fait, il me semblait qu'il y avait un projet qui était de faire une voie lingot en vue d'alimenter justement les dunes et en vue de faire des obus aussi, partie armement. Il me dit, Christelle, il me dit oui. Il dit, fin d'année, on devra avoir le projet ça devrait s'installer au niveau de la voie lingot. Mais notre aciérie, elle n'est pas bien, elle ne va pas suivre là. On a une aciérie déjà qui fonctionne mal. Ouais. Et nous, ce qu'on a dénoncé d'un point de vue, même je me rappelle, une réunion mondiale secteur, on a dénoncé justement l'abandon de tout ce qui était gros entretien sur les installations. C'est-à-dire que les entreprises sont mises dans un mode attentisme, marche rétrograde, et quand j'entends là aussi des annonces, si vous voyez un petit 254 millions d'euros d'investis sur un haut fourneau, si vous voyez ça passer comme ça, dites-vous que ça revient à 300 € d'entretien sur votre voiture. Je vous dis ça comme ça. Bah en tout cas, merci Christelle, merci Thomas, et vous m'avez... Mes collègues, ils vont m'en vouloir parce que j'ai parlé vraiment de mon... non, mais on vous réinvitera et on parlera plus largement. Si. Mais en tout cas, vous nous avez donné, je crois, la bonne conclusion. C'est à nous de construire le monde d'après. Et ce fameux monde d'après, avec ce qu'on veut. Et le niveau d'exigence qu'on aura, y compris dans la défense. Je suis assez intéressée de savoir quel niveau d'exigence on va avoir. Je suis désolée, je vous prends votre parole. Mais non, mais vous ne prenez pas ma parole. Voilà. Vous êtes ici invité pour ça et c'est volontairement pour ça. Et donc, comme Thomas doit y aller parce qu'il va intervenir, on arrête cette émission ici. Mais en tout cas, merci. Et quand même, parce qu'on a beaucoup parlé d'industrie, un mot et une pensée aussi pour toutes les femmes et tous les hommes qui, partout en France, là, se battent pour maintenir leurs emplois, qui sont dans des situations d'inquiétude majeure, parce que là, on a tracé des perspectives pour le futur, des perspectives pour l'avenir, mais il y a des familles entières qui sont en désarroi, qui ont beaucoup d'inquiétudes, qui se battent, et ils tiennent à leurs usines, et ils aiment leur travail, et ils aiment leur métier. Et donc, c'est aussi pour ça, c'est pour eux qu'on va se battre, qu'on va construire un projet.
Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos suggestions, à partager. Merci Christelle, merci Thomas. À très bientôt.